La maladie d'Alzheimer soulève de nombreux problèmes dans le cadre juridique et notamment vis-à-vis du consentement à l'acte médical. Elle soulève des problèmes du fait de la caractéristique même et des symptômes de cette maladie. N'étant pas médecin, il est difficile de se prononcer, mais l'expérience démontre que les patients atteints par la maladie d'Alzheimer souffrent de deux difficultés majeures quant à l'expression d'un consentement. La première difficulté tient à la dégradation cognitive progressive qui rend difficile l'expression d'un consentement à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine progression dans la maladie. La deuxième difficulté tient au caractère épisodique des manifestations de la volonté du patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Le consentement est une prérogative qui est attachée préalablement à la réalisation d'un acte médical à toute personne humaine. Elle trouve à s'appliquer à toute personne humaine, quel que soit son statut, quel que soit son âge, sous réserve des mineurs qui bénéficient d'un régime particulier, quelles que soient ses capacités cognitives, et sous réserve bien sûr des incapacités que nous étudierons ensuite. Le Code civil protège la nécessité de recueillir le consentement préalablement à la réalisation d'un acte médical, quelle que soit l'importance de l'acte médical, qu'il s'agisse d'une intervention invasive, un acte chirurgical, ou même d'un acte bénin, y compris la délivrance d'un certificat médical. L'article 16.3 du Code civil dispose en effet que préalablement à la réalisation d'un acte médical, le consentement de la personne doit impérativement être recueilli, respecté. Le Code de la santé publique, depuis la loi du 4 mars 2002, et sans entrer dans les détails, précise lui aussi les modalités d'expression du consentement de la personne et de recueil du consentement de la personne, ainsi que l'impact de ce recueil sur l'équipe médicale. Dans quelle situation peut-on se dispenser du recueil du consentement de la personne? Dans quelle situation ne peut-on pas, au contraire, se dispenser de ce recueil? Le régime général est le suivant, pour aller très très vite. Il consiste d'une part à informer la personne malade ou le patient sur les conséquences des actes médicaux qui sont projetés, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Puis, une fois cette information délivrée, il appartiendra au patient, à l'aide des préconisations de l'équipe médicale, de prendre sa décision sur la réalisation ou au contraire d'ailleurs l'absence de réalisation de l'acte médical projeté. L'information est par définition le savoir qui va passer dans un langage loyal, approprié, dans un langage adapté à l'état du patient, qui va donc passer de l'équipe médicale du médecin, pour simplifier, vers le patient et qui lui permettra d'exprimer son consentement. Il est donc facile de comprendre les difficultés que peuvent revêtir les situations des patients atteints par la maladie d'Alzheimer vis-à-vis du droit, dans la mesure où ces patients ne disposent pas toujours de leurs capacités cognitives qui vont leur permettre d'exprimer un consentement libre et éclairé, ainsi que le réclame la loi. La jurisprudence d'ailleurs s'est intéressée à ces sujets en déterminant que l'acte, en précisant, en clarifiant ou plus précisément en confirmant que l'acte médical était nécessairement accompagné au préalable de la réalisation de l'expression d'un consentement libre et éclairé. Libre et éclairé, les deux termes sont importants. Ils signifient bien que dans tous les cas, il appartient à l'équipe médicale, à l'établissement ou au médecin, selon le cadre de la réalisation de l'acte projeté. Il appartiendra dans tous les cas de pouvoir attester ici de l'information qui a été délivrée et du consentement qui a été donné par le patient. Cette nécessité du consentement est donc un principe. C'est un principe essentiel qui est en plus très fortement valorisé dans dans la hiérarchie des normes juridiques. Si c'est la loi qui consacre la nécessité d'un tel consentement, pour simplifier, des décisions du Conseil constitutionnel comme de la Cour de cassation ont considéré qu'il s'agissait d'un droit attaché à la personne et qu'il s'agissait même d'un droit qui participait au respect d'un principe à valeur constitutionnelle. Autant dire que le consentement est placé le plus haut possible dans la hiérarchie des normes de notre ordre juridique français. Donc, le consentement est effectivement très haut placé dans la hiérarchie des normes, il participe au respect qui est dû à la personne elle-même, il participe
finalement à la nature même de l'être humain et à la valeur que le droit va lui accorder. Euh, il participe en réalité, transposé en termes juridiques, il participe en réalité au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, qui est réellement l'axe fondamental au travers duquel le système juridique va appréhender les droits de la personne dans le système de soins, et d'ailleurs plus largement que dans le système de soins. Le problème qui est posé est le suivant, c'est que dans la mesure où le consentement est nécessaire pour la caractérisation même, ou comme prérogative essentielle de la personne, et qu'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer ne peut pas systématiquement exprimer un consentement pour l'ensemble des actes médicaux qui sont proposés, il y a un hiatus ici qui va être difficile à réconcilier, à résoudre. Comment peut-on accepter, peut-on d'ailleurs accepter, et comment peut-on accepter qu'un acte médical soit réalisé en l'absence du consentement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Par-delà le principe du respect du principe du respect du consentement, il y a bien sûr des exceptions. Les exceptions sont strictement encadrées, elles sont connues en droit de la santé et dans le système juridique en général. La première exception concerne la possibilité de réaliser des actes médicaux pour les mineurs. Bon, on est hors sujet, n'en parlons pas et n'évoquons pas ce sujet, n'évoquons pas ce point, mais c'est un régime qui est bien codifié et qui ne soulève pas énormément de difficultés pour les actes les plus aigus. Le deuxième point est celui qui permet de substituer à la personne inapte à exprimer un consentement une autre personne. Le droit organise justement cette inaptitude au travers du régime que l'on dit des incapacités. Les incapacités sont graduées en différents niveaux selon le degré d'altération des facultés mentales de la personne ou selon son degré de connaissance du monde extérieur et de la possibilité d'insertion sociale en trois niveaux. Le Code de la santé publique présume d'une certaine manière que seules les personnes qui sont sous tutelle, à savoir le régime le plus lourd, sont représentées pour l'expression d'un consentement. Ce qui signifie qu'on trouve un régime dérogatoire dans le Code de la santé publique qui permet de non pas saisir le patient pour essayer d'obtenir un consentement, mais de saisir le tuteur du patient qui exprimera à la place du patient lui-même un consentement à l'acte de soin. Le patient, bien sûr, n'est pas exclu de la démarche, il est régulièrement informé et il doit donner non pas son consentement, mais un avis qui sera respecté ici à proportion des facultés mentales qui sont reconnues à la personne. Les incapacités permettent donc, normalement, dans un monde idéal, de résoudre le problème du consentement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Dès lors que le patient est atteint par cette maladie, dès lors qu'il y a des premiers signes, on devrait pouvoir le placer sous tutelle et permettre qu'une personne tierce, le tuteur en l'espèce, exprime un consentement au lieu et place du patient. Problème, double problème. Le premier problème est d'ordre psychologique. La tutelle est une procédure extrêmement lourde à mettre en œuvre. C'est une procédure qui peut être vécue en plus d'une manière difficile psychologiquement, puisqu'on est dépouillé de l'ensemble de ses droits. C'est donc une procédure qui n'est pas toujours satisfaisante au sens médical du terme, oserais-je dire, dans la mesure où une personne qui est placée sous tutelle, finalement, est une personne qui ne pourra pas faire machine arrière, d'une certaine manière. Lorsque l'altération des facultés mentales ou l'altération des facultés cognitives, le terme serait plus exact, est épisodique, la procédure de tutelle est beaucoup trop lourde à mettre en œuvre et elle ne permet pas au patient d'exprimer justement un consentement ou de continuer à réaliser les actes de la vie sociale nécessaires lorsque ses facultés mentales sont au contraire satisfaisantes. Premier problème. Deuxième problème, la procédure de tutelle est aussi juridiquement lourde. Le temps d'obtenir une déclaration de tutelle et d'avoir un tuteur qui est désigné, il peut se passer un laps de temps significatif qui interdira éventuellement
à l'équipe médicale, à l'EHPAD, à l'établissement de santé, de réaliser des actes médicaux, gênant ici toute activité. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre qu'une mesure de tutelle soit prise du fait des contingences matérielles, de la discussion nécessaire qui aura lieu avant de réaliser un acte médical. Dans un grand nombre de cas toutefois, bien sûr, les patients qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer peuvent être placés sous tutelle et c'est bien le tuteur qui prendra les décisions concernant sa santé après consultation du patient. Donc cette tutelle, qui est déjà une procédure dérogatoire, est insuffisante. Une autre procédure dérogatoire existe, qui est contractuelle, qui est désignée sous le terme de mandat de protection future. Le mandat de protection future est une procédure, c'est pas exactement une procédure, est une diligence en quelque sorte, qui permet à une personne d'organiser à l'époque où elle est encore pleinement consciente et pleinement capable, d'organiser sa future incapacité, qui va permettre, selon les mandats de protection future qui sont conclus ou déclarés, qui va permettre de désigner telle personne comme devant se substituer à lui ou à elle le jour où lui-même ou elle-même sera donc dans l'incapacité d'exprimer un consentement, dans l'incapacité de réaliser les actes de la vie sociale, de conclure un contrat de prêt, un contrat d'assurance vie, de bénéficier d'un contrat de prêt, d'assurance vie, etc., etc. Ce mandat de protection future est très favorable dans la mesure où il permet à une personne justement de prendre lui-même les dispositions pour le cas où il aurait à subir une altération de ses facultés mentales. Néanmoins, il présente quelques défauts. Selon l'ampleur du mandat de protection future, un acte notarié peut être nécessaire, entraînant un coût le cas échéant, d'une part, et d'autre part, il faut le reconnaître, le mandat de protection future est un outil juridiquement très efficace, mais qui est encore relativement peu connu de la part des personnes. C'est un outil dont la généralisation est souhaitable, sur lequel l'information doit être organisée auprès du grand public, justement, mais c'est un outil aussi qui est un outil d'anticipation uniquement. Il n'est pas possible de régler des situations déjà existantes, des problèmes déjà aigus, à l'aide du mandat de protection future. Il faut antérieurement à la découverte des symptômes, antérieurement à la contestation, antérieurement à la perte des facultés cognitives, ou alors lorsque celles-ci sont très légères et suffisamment légères pour ne pas qu'il y ait de discussion juridique possible sur la capacité de la personne. Donc dès cette époque-là, il faut être capable de se projeter dans le futur en déterminant les conditions du mandat qui sera conclu tout simplement ou qui sera ensuite déclaré. Nous voyons bien que dans ces deux situations, les outils juridiques existent, mais qu'il reste un problème ici, soit lié à la lourdeur de la procédure d'incapacité et à ses insuffisances pour des régimes épisodiques, soit lié au contraire à l'absence de signature d'un mandat de protection future en raison de l'absence d'anticipation. Ce qui laisse, dans de nombreux cas, la question tout à fait pertinente du que faire en présence d'un patient qui n'a plus ses capacités cognitives, qui n'a plus sa capacité cognitive, qui dispose néanmoins de sa capacité juridique, qui est réputé disposer de sa capacité juridique, et pour lesquels des soins doivent être impérativement réalisés. Sous certaines réserves, le Code de la santé publique et la jurisprudence semblent édicter un régime cohérent qui permettrait aux médecins, à l'équipe médicale, d'agir en présence d'une urgence ou d'une nécessité vitale. Ce régime est très largement discuté. Il s'agit d'une nolens-volens, d'une transposition du régime applicable aux actes de transfusion forcés pour les personnes dont la religion ou les convictions religieuses imposent de refuser ce type d'acte. Et surtout, il est douteux que ce régime soit applicable aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer pour différentes raisons. La raison la plus simple consiste à dire que lorsqu'une personne est atteinte par la maladie d'Alzheimer, ce ne sont pas des actes d'une certaine manière exceptionnels qui doivent être réalisés, comme dans le cadre des témoins de Jéhovah et de la transfusion sanguine, où on voit bien qu'il y a une prise de conscience aiguë avec un pronostic vital qui est engagé, mais c'est au contraire un traitement au long cours. C'est un ensemble de petites choses qui sont faites tous les jours,
qu'on soit en situation d'hébergement dans le logement familial, si la situation est encore possible, qu'on soit en phase aiguë dans le secteur sanitaire, ou même qu'on soit en EHPAD, hein, pour aller très vite en maison de retraite. Dans tous les cas, il y aura un ensemble d'actes quotidiens qui sont à réaliser et qui n'engagent pas, ou un ensemble d'actes, pardon, quotidiens qui sont réalisés et dont l'absence de réalisation, justement, n'engage pas nécessairement le pronostic vital. Il est donc à douter que ce type de régime soit transposable. Plusieurs solutions sont non pas possibles, mais envisageables pour résoudre ce type de difficulté. La première solution consisterait, peut-être la plus brutale, consisterait à affirmer que les patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ne disposent pas d'un droit au consentement à l'acte médical. Affirmer cela de but en blanc a quelque chose de très violent, nous en sommes conscients, c'est incontestable, dans la mesure où on semblerait créer finalement une sous-catégorie de personnes qui ne disposeraient pas des mêmes droits que l'ensemble des personnes. Une deuxième solution consisterait à rester dans le statu quo en affirmant qu'une personne bénéficie dans tous les cas d'un consentement, d'un pouvoir de consentir à l'acte médical, quand bien même elle ne peut pas ou elle n'est pas en état d'exprimer son consentement. Il est possible de considérer néanmoins entre ces deux positions de principe, qui sont l'une bien sûr éthiquement et moralement condamnable, et l'autre malheureusement matériellement irréaliste, une voie moyenne. Une voie moyenne qui serait faite de finalement trois axes différents. Trois axes différents qui sont complémentaires et qui feraient intervenir en quelque sorte presque un pool de personnes organisées autour de la protection de la personne vulnérable, de la protection de la personne rendue vulnérable par la maladie d'Alzheimer. L'idée serait d'organiser en réalité un pool de personnes qui prendraient soin de la personne vulnérable et de la personne plus précisément rendue vulnérable du fait de l'apparition de la maladie d'Alzheimer et de ses symptômes. Plutôt que recueillir un consentement dans sa rigueur juridique, il conviendrait de s'intéresser plutôt à une forme d'assentiment aux soins. Un assentiment qui serait lié à la capacité de compréhension de la personne et au degré de connaissance que peut avoir l'entourage au sens très large de la vie de cette personne. Il conviendrait de réunir ici autour de la personne autour de la personne vulnérable, deux types de personnalités. La première serait une équipe médicale, une équipe de soins, de prise en charge coordonnée, faite de médecins en établissement médico-social, faite d'assistantes sociales, faite de kinésithérapeutes, etc., d'avoir tout le monde du soin qui serait davantage coordonné et qui pourrait échanger des informations dans un régime de protection du secret médical assoupli. À côté de cette équipe médicale et paramédicale d'auxiliaires médicaux, donc, figureraient des proches qui participeraient à la prise de décision pour assister la personne. Nous savons qu'il existe ici un statut pour les personnes qui sont proches de la personne malade elle-même. On pense nécessairement à la personne de confiance, et en aparté, en pensant à la personne de confiance, on pense immédiatement aux difficultés d'application du régime propre à la personne de confiance. Peut-on désigner une personne de confiance dans un établissement médico-social? Quelle est la valeur juridique de l'avis exprimé par la personne de confiance? L'avis exprimé par la personne de confiance en dehors du cas des directives anticipées dans les situations de fin de vie telles que régies par la loi Leonetti n'est qu'un avis. Ce n'est absolument pas un consentement, ce qui signifie qu'il faudrait non pas développer le phénomène de personne de confiance, non pas étendre le régime de la personne de confiance, mais étendre finalement le cercle de proches qui peuvent coopérer tous ensemble avec l'équipe de soins, l'équipe de prise en charge coordonnée, pour pouvoir justement respecter l'assentiment aux soins du patient.
Euh, un tel système qui reste à créer, qui serait effectivement très difficile à mettre en œuvre juridiquement, euh, présenterait plusieurs avantages. Il présenterait l'avantage de la souplesse dans son application. Il présenterait l'avantage de ne pas fixer définitivement les choses, que l'on évoque par exemple la difficulté de conclure un contrat de séjour pour une personne qui vient d'entrer en établissement. On voit bien que la personne ne conclut pas toujours un contrat de séjour, que si elle en a la capacité juridique, sous-entendu, les proches n'ont pas la capacité juridique de se substituer à lui. Euh, Elle n'aura pas forcément les capacités cognitives qui lui permettent de s'engager, donc la personne sera résidente en établissement sans contrat de séjour, ce qui met en péril la qualité de la prise en charge dont elle bénéficiera, puisque l'expérience prouve que dans une certaine mesure, la qualité de l'accueil, le moment initial d'accueil dans un établissement, conditionnera la qualité de prise en charge au long cours ensuite, d'une part. Et puis, il convient d'être réaliste aussi. L'absence de contrat de prise en charge peut mettre en péril l'établissement lui aussi, qui est dans une situation juridique, à défaut d'être impropre, du moins largement inconfortable, puisqu'il n'existe pas ce document de référence qui permet de régir les rapports entre le patient atteint par la maladie d'Alzheimer et sous-entendu bien sûr sa famille qui se placera derrière, et l'établissement d'un autre côté. Voilà les principales difficultés qui sont aujourd'hui soulevées par le consentement à l'acte médical dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Il est évident que dans le cadre de l'EREMA qui a tenu un workshop le 8 décembre 2010, cette notion d'assentiment aux soins a été évoquée. Un régime complet à la fois de coordination, de participation des proches et d'assentiment lui-même aux soins doit être construit ou du moins doit être réfléchi. Des solutions nécessairement plus souples qu'une modification législative pourrait intervenir utilement. On pense dans un premier temps par exemple à des recommandations des différentes autorités administratives impliqués dans le monde sanitaire ou médico-social, on pense à des recommandations de bonnes pratiques, etc. D'autres problèmes sont nécessairement soulevés par le respect du consentement dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, qui nécessiterait des développements plus particuliers et qui font intervenir d'autres branches du droit que le droit de la santé. On pense par exemple à l'émergence des nouvelles technologies avec l'arrivée du dossier médical personnel, puisque là aussi il faudra bien un consentement sur l'insertion des informations dans un dossier médical personnel, les notions de partage entre professionnels de santé, médicaux, auxiliaires médicaux, EHPAD et médecine de ville. On pense aux bracelets éventuellement qui permettent de géolocaliser les patients atteints par la maladie d'Alzheimer. Donc il y a tout un champ ici sur l'émergence des nouvelles technologies qui va nécessiter de revisiter en quelque sorte non seulement le consentement, mais la totalité de la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. La télémédecine d'ailleurs en fait partie, c'est un champ d'exploration. Et puis bien sûr, dernière thématique très, très classique dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et qui nécessite là aussi une certaine précision, c'est celui qui est posé par les recherches biomédicales et les expérimentations biomédicales. La maladie d'Alzheimer est une pathologie qui affecte de plus en plus de personnes dans les pays occidentaux tout simplement et qui implique de plus en plus de budgets de recherche. Les recherches sont conduites. Il est non pas difficile de conduire une recherche sans le consentement de la personne, mais peut-être que ce consentement soulève les mêmes difficultés pour une prise en charge à nouveau au long cours et pour quelque chose qui est plus exceptionnel comme une recherche biomédicale.